Donc Bénédicte Engrand, moi, je suis responsable RH chez Norcis depuis 2017. D'abord à Nantes pendant quelques années et à Grenoble depuis 2021. 2022. Et donc moi, donc je connais bien la perma entreprise parce que avec cet arrêt, on a fait partie du groupe, le petit collectif qui a permis de lancer la perma chez Norcis. Et puis après, c'est quand même mon rôle de garantir son application au quotidien. Et donc c'est très cohérent parce que moi, je m'étais aussi positionnée sur le 12, le couteau suisse. Donc effectivement, sur les fonctions RH, on a un peu la tête partout. C'est important d'avoir des connaissances à la fois stratégiques, administratives. On est en lien avec en haut, en bas, au milieu. Voilà. Donc, je peux me permettre de dire en bas parce que tout le monde contribue pour faire de l'entreprise une valeur ajoutée. Donc, voilà, le couteau suisse. Et un objet que j'aime beaucoup pour aller bivouaquer. Super, merci Bénédicte. C'est Et avec moi, tu termines, ouais? ouais, du coup, moi, je suis Cétaré Cousin, donc je suis la directrice de la région sud-est de Nord6, donc de nos agences de Lyon, Grenoble et Aix-en-Provence que je pilote. Euh, si je connais la perma entreprise, bon, je pense que vous avez la réponse. Et sur l'image, j'étais partie pour le couteau suisse, mais ça faisait pas original. Du coup, moi, je suis une fusion du 15 et du 16. C'est-à-dire que je peux devenir n'importe lequel des outils en fonction de ce dont a besoin mon équipe. Mon objectif, c'est d'être là pour aider quand c'est difficile, quelles que soient les situations. Et donc, voilà, quand il faut n'importe quel outil pour se dépatouiller d'une situation, voilà, c'est moi qu'on appelle, je vais le dire comme ça. Et j'ai un côté marteau-piqueur, j'aime bien défaire pour refaire aussi. Donc, voilà, ça marche aussi. Voilà, D'accord. côté expérimentation. Voilà. Ah oui, c'est cette partie-là. D'accord, super. Ah oui. Pour Eh ben, moi. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on lance le témoignage. Donc, la parole est à vous, à toutes les deux. Donc, voilà, on part sur 30 minutes. Je me permettrai de vous dire peut-être dans les 5, enfin, vous affichez le temps restant, comme ça, Ouais, si vous très avez bien. besoin. C'est bon? Ça marche. Eh ben, ça marche. Donc, on est là pour vous parler rapidement du modèle de perma entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est en deux mots? En fait, c'est un modèle de développement d'entreprise qui s'inspire de la permaculture, qui existe depuis les années 70 et qui est un modèle de production de fruits, de légumes, qui fonctionne, la permaculture, qui vise la croissance, qui assure de la pérennité et qui vise à faire toujours mieux, mais pas toujours plus. Ça, c'est pour la permaculture. Et donc, on s'est dit que il était possible de transposer ce modèle à l'entreprise, et c'est de là qu'est né le modèle de perma-entreprise. Et donc, sur notre poster, rapidement, on peut voir les étapes le chemin vers la perma-entreprise, donc sur la gauche. Donc, le constat, c'est que 30 ans de RSE n'auront pas suffi, que Norcis était une entreprise qui a plus de 30 ans, qui s'est créée avec une vision humaniste, en s'appuyant sur le principe de performance globale, donc recherche d'équilibre entre les finalités économiques, sociétales et environnementales. Et finalement, on a petit à petit avancé vers un modèle plus engagé, voire aujourd'hui un modèle qu'on pourrait même appeler militant, qui est la perma-entreprise. Et donc, très rapidement, cette frise, elle montre les étapes de n'importe quelle entreprise pour devenir une perma-entreprise. Donc nous, la performance globale, on y était en amont de notre raison d'être. En 2017, on a travaillé notre raison d'être, dont on a accouché, elle est écrite là en dessous. On a travaillé dessus avec la méthode Ikigai, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis en 2021, on a été société à mission, et donc on a inscrit dans les statuts de Norcis notre mission, qui est donc de concevoir une préoccupation humaine avec une préoccupation humaine éthique des usages du numérique efficaces pour contribuer à l'évolution positive du monde.
Et finalement, a germé dans la tête de Sylvain Brezard, le fondateur de Norcis, il y a maintenant 30 ans, et qui a été du coup à la genèse du principe de performance globale il y a maintenant 24 ans, au CJD d'ailleurs, c'est quand il était président national au CJD, pour la petite histoire. Qu'il a imaginé transposer la permaculture sur l'entreprise et donc à accoucher de ce modèle. En vraiment très simple, la perma-entreprise, c'est un modèle qui s'appuie sur 3 principes éthiques. Donc, c'est prendre soin des humains, préserver l'environnement, enfin protéger la planète et se fixer des limites et partager les surplus. Ça, c'est les 3 principes éthiques de la permaculture qu'on a retransposés dans l'entreprise. Et donc, sur ce socle-là, ça s'accompagne de la régénération des ressources qu'on utilise avec sobriété et ça s'appuie sur 23 objectifs d'impact et pas de fait qui sont là pour mesurer comment va fonctionner le modèle. J'en dis pas beaucoup plus sur la théorie de la perma-entreprise parce qu'on est là surtout pour vous donner du concret et vous expliquer comment ça se traduit chez nous. Donc, Béné, je te laisse la parole pour expliquer comment on l'a fait à Norcis. Donc, on a déroulé une méthode qui nous a permis d'appliquer le modèle de perma-entreprise qui reste très généraliste à nous, Norcis, notre activité. Donc, on fait du développement informatique, voilà, c'est le cœur de notre métier. Et la perma-entreprise peut s'adapter à n'importe quel type d'activité. Donc, on a travaillé sur la définition d'enjeux et de projets. Mais donc, avant de dérouler cette méthode, il a fallu d'abord que cette pensée de perma-entreprise soit validée par un collectif de chercheurs et de dirigeants pour dire oui, ok, ça tient la route, on marche pas sur la tête et on avance. Donc Sylvain a d'abord fait ce premier travail et ensuite, après validation par le CODIR, on a constitué, donc nous chez Norcis, un collectif qu'on a appelé les perma-entrepreneurs de une dizaine de collaborateurs de différents métiers, de différentes anciennetés, avec une répartition hommes-femmes, des âges différents, donc vraiment pour représenter l'entreprise. Et l'idée de ce collectif, ça a été d'accoucher de 8 enjeux qui nous ressemblent, qui sont en lien avec notre identité, et associés à chaque enjeu, un déroulé de projet. Parce que l'idée, c'est vraiment de rentrer vite dans le concret et de pas rester dans une nébuleuse avec des grands mots, mais d'être tout de suite sur des choses réalisables dans le quotidien. Voilà, donc on voulait vous faire un petit focus sur 3 enjeux. Nous, on en a défini 8. Mais on vous en présente 3. Et donc, chaque enjeu peut être lié à un ou plusieurs des piliers. Voilà, ça, c'est juste un petit schéma synthétique de celui-ci. Mais donc, on a l'enjeu numéro 2, par exemple, qui est de permettre aux collaborateurs et collaboratrices d'influencer l'évolution de l'entreprise. Donc ça, pour nous, c'est hyper important pour permettre que les décisions soient partagées et qu'on ne soit pas dans une entreprise qui ne ressemble qu'à ses dirigeants, mais qu'on soit vraiment dans une co-construction. Et c'est un gros moteur aussi de motivation pour les salariés. Donc, un premier exemple, on a créé une convention perma-citoyenne. Donc, cette convention perma-citoyenne, elle a été sous forme de volontariat, avec des gens qui étaient volontaires et avec un esprit un peu innovant pour se dire, il y a des sujets de société ou des sujets dans l'entreprise ou des sujets techniques, parce qu'on reste une entreprise technique, qu'il faut aller explorer, par exemple de l'intelligence artificielle. Nous, ça peut poser des grosses problématiques éthiques. Comment est-ce qu'on s'en saisit et donc, c'est une convention perma-citoyenne qui a permis d'aller tirer des fils. Et donc, ça, c'était pas des dirigeants qui ont décidé, voilà, notre feuille de route, il faut qu'on travaille sur tel et tel sujet. C'est vraiment des salariés volontaires.
avec cet esprit-là d'innovation. On a créé dans chaque agence, on a une dizaine d'agences en France et 2 agences au Maroc, des comités de perma-entrepreneurs qui créent et pilotent une feuille de route avec des projets qui sont vraiment très locaux et des projets qui sont en lien avec l'identité de la perma-entreprise. Et donc ça, par exemple, notre comité à Grenoble, cette année, va se tenir informé de ce qui se passe, ou moi aussi. Pour autant, il y a une grande liberté de mise en place, etc. On a quelque chose qui est extrêmement structurant, c'est le conseil d'éthique, qui est une garantie que notre raison d'être soit respectée. Et donc, ce conseil d'éthique, il peut être saisi par n'importe quel collaborateur avec un protocole qui est expliqué à l'embauche. Donc, les collaborateurs peuvent saisir en disant là, il se passe quelque chose qui me paraît être incohérent avec la raison d'être et la perma-entreprise. Est-ce qu'on peut étudier le sujet? Voilà, et le conseil d'éthique va analyser, etc. Et va émettre un avis Oui, consultatif. tout à fait. Et on a un panel démocratique qui permet avec une centaine de collaborateurs volontaires, voilà, c'est sous forme de référendum et de vote sur des sujets du quotidien. Donc je rentrerai pas forcément dans le détail, mais voilà, on peut s'adresser à une centaine de collaborateurs pour avoir des avis. Un des autres enjeux, c'est garder une indépendance capitalistique. Donc ça, c'est historique à Norcis aussi depuis les débuts, bien avant la perma-entreprise, mais c'est quelque chose d'important. Et donc à ce titre, on a créé une fondation actionnaire qui s'appelle l'Institut du Perma numérique, qui a pour objet de soutenir et développer des projets en faveur du numérique responsable. Et donc en fait, il y a c'est un fonds de dotation qui possède du coup une partie de la boîte. Donc ça sécurise le modèle économique de la boîte pour que si demain il arrivait quelque chose à Sylvain, n'importe qui puisse pas racheter la boîte sans qu'il y ait d'autres actionnaires. Voilà, les investisseurs et les gens qui font que du rachat et de la revente de sociétés vont pas être intéressés par une société où il y a un garde-fou comme ce fonds de dotation. Voilà. Donc c'est un moyen pour nous de garantir la pérennité de Norcis à travers cette indépendance capitalistique. Pas d'investisseurs externes inconnus et du coup des investissements choisis et aujourd'hui le fait d'avoir comme principal actionnaire Sylvain fait que on peut investir sur la formation, investir sur l'innovation et voilà, c'est très différent d'une boîte où on rend des comptes à des actionnaires qui veulent prendre leur chèque chaque fin d'année. Voilà, c'est une toute autre histoire. Voilà pour cet enjeu-là. Et le troisième enjeu qu'on voulait vous présenter, donc mettre l'innovation au service d'usage numérique efficient et éthique. Donc là, on est sur un enjeu qui touche notre cœur d'activité et pas juste la vie de la boîte ou son modèle financier. Donc, on a un premier exemple de projet, ça a été la formation de tous nos collaborateurs à l'éco-conception. Donc, comment développer de manière plus responsable, moins gourmand en énergie ou peut-être plus ciblé en termes de valeur ajoutée, mieux comprendre le besoin de nos clients, mieux pouvoir les conseiller sur les priorisations à faire, sur les projets, sur les fonctionnalités des outils informatiques qu'on développe. Donc nos chefs de projet informatiques, nos analystes métiers et nos développeurs sont formés à l'éco-conception. On a un rôle qu'on appelle l'économiste, c'est plusieurs personnes dans différentes agences qui ont cette casquette-là de manière plus aboutie, avec plus de connaissances et qui ont ce rôle de conseil auprès de nos clients quand on répond à des appels d'offres, quand on va faire de la prospection, voilà, pour sensibiliser et convaincre nos clients et permettre que nos projets soient menés en éco-conception. Donc, ça a eu du succès étant donné que on a plusieurs projets qui se sont lancés avec cette pensée-là.
notamment ATMB, les autoroutes du Mont Blanc, avec un site internet qui a été complètement conçu, c'était leur demande, en économie. Voilà, donc l'idée de l'économie, c'est de faire des économies. Voilà, ça associe l'écologie et l'économie. C'est un bon argument de vente. Le l'essaimage, donc le fait d'avoir de l'impact, pas que en interne, mais aussi en externe. Donc on a été sollicité par plusieurs universités, donc notamment l'UGA et pour la MIAGE, des cours de master, pour des cours d'éco-conception qu'on a conçus en interne chez Norcis. Et on est co-auteur, un des salariés de Norcis est co-auteur d'un livre de bonnes pratiques sur de l'éco-conception. Voilà, donc c'est pas juste pour nous, c'est aussi en externe. Et donc après, on voulait passer du temps sur comment on mesure l'impact de la perma-entreprise et du déploiement de ce modèle. Et donc concrètement, donc je disais tout à l'heure, il y a 23 objectifs d'impact qui sont exigeants, qui nous permettent de mesurer où on en est et rendre la démarche crédible. Et il y a également un audit. Donc c'est drôle parce qu'en mars, quand on est intervenu à Énergista Boîte, on n'avait pas encore fait notre audit. Donc c'est un audit qui s'appelle le label Perma Entreprise, donc qui se tient tous les 2 ans. Et là, du coup, entre-temps, on l'a fait. C'était au mois de juin. Donc c'est un séminaire de 2 jours qui rassemble. On était un peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs. Donc, chaque agence est venue avec des collaborateurs de l'agence représentatifs, donc de métiers différents, hommes, femmes, anciens, plus récemment arrivés dans la structure, etc. Moi, j'ai vraiment fait le choix sur la région d'emmener pour très peu de personnes du staff, au sens en RH, j'ai emmené qu'une RH sur les 2, j'ai emmené qu'une commerciale sur les 6, et après on a emmené que des collaborateurs, donc des développeurs, des analystes métiers, des gens qui avaient envie qui se sont inscrits dans le collectif de perma entrepreneurs, qui avaient travaillé une feuille de route, et voilà. Donc on a travaillé une demi-journée en amont du séminaire sur notre feuille de route et ce qu'on avait envie de porter à la connaissance du reste du collectif. Et ensuite, sur la base d'enquêtes clients et salariés qu'on a dépouillées en amont aussi du séminaire, on a tiré comment je pourrais dire, quelques leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des résultats de ces enquêtes. Donc, on voulait vous partager. Donc, on a un outil qui nous permet de voir. Donc, ce qui est chouette, c'est que le questionnaire salarié, sur un peu moins de 700 collaborateurs sollicités, il y en a plus de 400 qui ont répondu. Donc, on a un beau taux de participation. Et on avait envie de vous partager juste quelques résultats. Par exemple, je considère que la finalité financière n'est pas la seule composante des décisions du directeur d'agence ou même du groupe. Il y a une autre question similaire. Ce qu'on voit, c'est que globalement, on est à pas loin de, j'ai pas le chiffre, mais voilà, vrai, plutôt vrai, c'est plus de 95% du camembert. C'est le genre de métriques qui sont rassurantes. On s'était noté l'enthousiasme à venir travailler. Voilà, je considère avoir de l'enthousiasme à venir travailler. Vrai, plutôt vrai, pareil, on est à 90%. Donc ça, c'est des métriques simples qui donnent un peu le ton. Et on voulait aussi partager, pour pas vous faire croire que tout est tout rose, voilà le genre de résultat qui nous a posé question. Donc, on a une question autour des femmes qui ont eu une naissance dans l'année ou dans la période, dans les 2 ans plutôt. Je considère avoir eu un accompagnement en amont et en aval de mon accouchement. On a vu que dans les personnes concernées, on avait quand même 5 et 3, 8 réponses fausses, qui étaient plutôt pas d'accord avec cette affirmation. Donc, ça nous a quand même challengé, bien que ça représente, sur 700 salariés, 8 personnes, c'est pas grand-chose. Mais bon, on n'a pas non plus 70 accouchements l'année dernière. Donc, ça nous a quand même challengé en se disant, OK, il y a peut-être un truc dans le process qui a coincé, il y a peut-être eu un manque de communication, de partage, etc. Donc, ça en a découlé des actions concrètes pour faire en sorte que dans 2 ans, cette métrique-là, elle soit bonne.
Voilà, donc c'était quelques exemples concrets qu'on voulait vous partager. Il y a plus de, je sais plus combien de questions dans le questionnaire, il y en a plus d'une centaine, donc on va pas toutes vous les partager, mais c'était juste pour vous donner une idée. Et voilà des images du séminaire. Donc concrètement, on avait tous une pancarte oui, une pancarte non, et étaient soumises au vote 15 propositions qui émanaient de la direction, donc de Sylvain, Mathilde et Thomas. Et par contre, un vote égale une voix, donc que je sois directeur de région ou entre guillemets simple salarié, je vais le dire comme ça, j'ai le même pouvoir. En revanche, chaque proposition était étalonnée, c'est-à-dire qu'en fonction du type de proposition, c'était pas la majorité et une voix, c'était ce qu'on appelle la majorité éclairée. Donc, c'est dire, pour que telle proposition passe, il faut qu'on ait 80% de oui. Pour que telle proposition passe, à 70% de oui, c'est OK. Voilà, on avait la règle du jeu au départ et on y allait. Et donc, voilà, les propositions qui nous ont été faites, elles ont été soumises en parallèle, en live, dans la même matinée, au panel démocratique dont parlait Bénédicte tout à l'heure. Et donc, on voulait vous partager quelques propositions juste pour vous donner une idée du type de propositions sur lesquelles on a voté. Donc, la seconde, par exemple, mettre en place des nouvelles formes de dons. Donc, proposition de pouvoir faire du don de RTT pour des salariés aidants, par exemple. Et donc, la résolution a été adoptée. Exemple de propositions liées à nos métiers, investir dans la recherche appliquée liée à l'intelligence artificielle. Donc, on l'a acté tous ensemble et donc notre pôle d'innovation là se met en ordre de marche sur ces sujets-là. Et par exemple, travailler avec le CSE sur la mise en place de la semaine de 4 jours. Donc pareil, il y a un groupe de travail qui s'associe au CSE et à la direction pour étudier comment on pourrait dans nos métiers mettre en place la semaine de 4 jours. Et puis, il y a des propositions qui ont été refusées. Donc là, les résultats qu'on voit, c'est ceux du panel. Oui, c'est pas les Donc, nôtres. c'est pas les résultats du séminaire. Donc, par exemple, une des propositions qui n'a pas été adoptée, c'est l'ordonnance verte aux femmes qui attendent un enfant. Alors, justement, c'était une proposition qui émanait des sujets. Donc, la proposition, c'était de faire une ordonnance avec des cours de yoga, Des paniers bio. voilà, des attentions particulières pour les femmes qui attendent un enfant. Et en fait, ça a été refusé de manière assez forte pendant le séminaire en disant il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage particulier sur les femmes qui portent un enfant versus le reste des salariés. Il y avait aussi une question d'ingérence. Et une question d'ingérence dans la vie privée. De bien-pensance. Ça va trop loin. Les femmes enceintes, elles n'ont pas besoin de savoir ce qu'elles doivent. C'est pas à leur employeur de leur dire qu'est-ce qu'elles doivent. Enfin voilà. À chaque fois, il y avait la proposition, du débat, donc il y a un micro qui passait, on en débattait, on donnait nos avis, on posait des questions et après on votait avec nos pancartes. C'est le genre de résolution qui n'est pas passée. Une résolution qui est passée et qu'on a mise en place, c'est la présence d'un jeune de moins de 30 ans dans chaque collectif de gouvernance. Et ça, c'est quand même chouette. Et une des résolutions sur l'alimentation, voilà. Donc cette proposition, elle avait été proposée il y a 3 ans au précédent séminaire en 2020. Elle avait été rejetée en bloc. Donc systématiser alimentation végétarienne sur les événements agences. Et là, cette année, c'est passé. Donc depuis le mois de septembre, tous nos événements, on propose des repas végétariens. C'est pas un truc facile au quotidien, ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, mine de rien, à notre échelle, pour 700 personnes sur quelques événements dans l'année, c'est notre contribution. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple du type de propositions qui ont été débattues. Je crois que j'ai fait le tour sur le label. Je te laisse. Ah oui, je parle. Ouais. Donc après sur les succès donc de ce modèle, notre constat c'est que ça permet. Ça permet de réduire nos coûts cachés. Donc quand on parle de coûts cachés, on parle de quoi? On parle d'arrêt maladie, on parle de turnover. Donc aujourd'hui, à l'heure du désengagement, on est quand même à un taux de turnover de 12% quand notre marché dans notre secteur est plutôt à 25%. Donc c'est un bel indicateur.
Aujourd'hui, on a en moyenne 3 jours d'arrêt maladie par an par collaborateur, ce qui est très peu. Donc voilà, on est assez convaincu qu'avoir un modèle comme le nôtre engagé favorise, enfin, il y a un retour économique, je vais le dire comme ça, pour les dirigeants, c'est que l'entreprise se porte mieux aussi et qu'il faut pas le voir que comme un coût à l'entrée, quoi. Voilà. Donc voilà pour la partie coût caché. Je te laisse la main. Pour la suite. Ce qui est aussi dans les retombées positives, c'est de permettre un bon dialogue social. On a vraiment cette culture-là chez Norcis de co-construction. Alors, on a des collaborateurs syndiqués depuis cette année et ça s'est vraiment fait de manière très constructive. Le syndicat en question est venu dans nos locaux pour comprendre comment on fonctionnait, etc. Ça a été, ils ont été d'ailleurs extrêmement bluffés de voir à quel point le dialogue social était positif et bon. Chez Norcis, ils n'avaient jamais vu ça. Voilà, donc on se positionne vraiment pour être... on se soutient mutuellement pour faire en sorte que l'entreprise soit meilleure. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des sujets de disciplinaire ou conflictuels, etc. Bah, on reste une entreprise avec des sujets humains qui peuvent être compliqués. C'est un vrai levier d'attraction dans le recrutement. Et ça, moi, je le vois vraiment depuis, ça fait une dizaine d'années que je travaille. Et sur les dernières années, l'argument perma entreprise est un gros argument, alors que au démarrage, c'était plus l'argument de je vais m'éclater dans la technique, je vais faire un métier technique vraiment fascinant. Là, l'argument de j'ai de l'impact positif sur la société, il est très fort. Voilà, on sent que ça répond à une demande des collaborateurs. Et de manière générale, c'est un projet d'entreprise hyper enthousiasmant, avec une dynamique collective. Ça change la donne de se dire, nous, par exemple, on est beaucoup, nos salariés sont beaucoup en clientèle, mais il y a quand même un attachement à Norcis parce qu'on sait que derrière, il y a des projets, il y a des communautés. On a par exemple une communauté qu'on appelle Greenmakers, où les collaborateurs peuvent se rassembler pour partager des bonnes pratiques ou voilà, avoir on avait fabriqué un lombricomposteur par exemple il y a une année, et donc voilà, ça donne un dynamisme commun qui est au-delà de juste je fais mon métier et je sais que ça a de l'impact quand même derrière sur la société. Et après, le dernier succès qu'on voulait partager, c'est la baisse de notre intensité carbone. Alors ça, c'est un nouvel indicateur on calcule notre bilan carbone depuis 2006, donc c'est vraiment pas nouveau. En revanche, on a calculé notre intensité carbone, donc c'est le bilan carbone par tête, non, par chiffre d'affaires, par million de chiffre d'affaires. Et donc, on voit, par exemple, donc le bilan carbone en effectif, donc là on monte, et par collaborateur on baisse progressivement. Alors 2020 c'est une année quand même très particulière, il n'y a pas eu de déplacement quasiment, mais finalement depuis 2020 on s'en tire bien, on a remonté évidemment, mais moins que on n'est pas revenu à la normale, quoi. Voilà. Et l'intensité carbone, c'est la corrélation entre notre chiffre d'affaires et nos émissions de CO2. Voilà, tonnes de CO2 par million de chiffre d'affaires. Et donc, on voit que c'est de 27 en 2018 à 16 en 2021. Voilà. Et pour autant, même si c'est beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de succès, ça n'empêche pas que ça puisse être difficile au quotidien ou qu'il puisse y avoir des embûches. Notamment, ça a créé pas mal d'attentes de la part des salariés. Alors nous, vu qu'on partait déjà, on était quand même relativement avancé dans notre culture éthique. La permis entreprise, ça nous a pas transformé.
Il y a eu un petit effet marketing, vu comme un effet marketing où les collaborateurs ont eu beaucoup d'attentes, sauf que nous, on était déjà avancés, donc ça a changé des choses. Ça n'a pas Ça été une n'a révolution. voilà, ça n'a pas été une révolution. Mmh. Et donc nous, en tant qu'employeurs, on a toujours en tête cette recherche d'équilibre humain, économique, sociétal, environnemental. Et ça peut parfois créer une attente de la part de collaborateurs sur de plus tirer la dimension humaine. Sauf qu'on reste une entreprise avec sa vie, ses devoirs, son activité. Et c'est aussi à nous de parfois remettre de la pédagogie et remettre de la lucidité sur, bah oui, non, mais il faut quand même qu'on soit rentable, il faut quand même que on puisse travailler avec efficacité. Et donc, ça demande de faire beaucoup de pédagogie. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'on a une partie de nos collaborateurs qui sont en prestation de service chez nos clients, une partie à l'agence. Ça peut aussi créer une inégalité de traitement parce qu'il y a des choses qui se vivent plus en agence et moins en clientèle. Donc ça, il faut l'admettre. Voilà, c'est comme ça. On essaye de plus en plus d'intégrer des collaborateurs qui sont en dehors. Mais on prend aussi chacun là où il en est. Donc, c'est ce point-là, respecter le niveau d'engagement de chacun. Quand on recrute des nouveaux collaborateurs, on les recrute tels qu'ils sont et on ne demande pas à quelqu'un d'être encarté chez Greenpeace pour venir chez Norcis. Pas du tout. Donc voilà, chacun arrive avec ses talents, sa sensibilité. Et donc, à nous de respecter ce niveau d'engagement et de faire des propositions comme l'alimentation végétarienne. C'est pas une injonction à manger végé chez vous tous les jours. On fait cette proposition-là, c'est une découverte, c'est une sensibilisation. Voilà. Et réussir à communiquer sans noyer, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, on travaille avec beaucoup d'associations, par exemple, on soutient beaucoup d'assos. On peut pas connaître toutes les associations qu'on soutient. Voilà. Et puis, Et c'est sûr que ça peut être perçu comme du greenwashing. Et donc, c'est ce que je vis souvent en entretien d'embauche. En démarrage d'entretien, les gens nous disent bon, oui, j'attends de voir ce que ça donne votre truc parce que tout le monde me dit qu'il fait des choses bien. Et puis en fin d'entretien, ok, je vois que c'est concret. Et je vois qu'il y a du réel derrière. Voilà. Donc ça, c'est une victoire. Et moi, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, ça rejoint ce que tu dis dans avoir du crédit. On s'autorise à dire non, à refuser des projets, à refuser du business quand c'est pas en adéquation avec nos engagements. Donc, quand il y a un prospect qui nous sollicite en nous disant on voudrait monter un centre de service de 10 personnes, vous avez la compétence, on voudrait travailler avec vous, et que le gars m'explique que par contre, la boîte est basée à Malte, est-ce que c'est OK de facturer Malte? Bah non, ça va pas être OK. Et du coup, désolé, monsieur le client, mais on va pas travailler avec vous. Et du coup, le client, il est hyper vexé. Mais les autres clients, ça leur apprend aussi que voilà, on est capable de dire non et qu'on travaillera pas. Donc que ce soit le secteur d'activité, alors on fait pas de généralité. Je prends un exemple extrême. Travailler avec un grand pétrolier sur le papier, ce serait odieux et il faudrait pas. Dans les faits, s'ils ont des projets qui visent à réduire leur empreinte carbone, si dans les faits il y a voilà, le projet a un impact. Donc, on blacklist pas les gens juste parce que on fait pas du délit de faciès de boîte. On étudie les projets, mais en tout cas, voilà, on est en paix avec nous-mêmes et on s'autorise à refuser du business. Il y a quelques années, il y a une agence qui aurait pu multiplier par 2 son effectif en travaillant avec un client gros pollueur que je citerai pas. Du coup, ils l'ont pas fait, ils n'ont pas déployé. Voilà. Ils ont commencé, ils se sont arrêtés. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un modèle qui nous permet d'innover côté business, qui est en lien, voilà, je le redis encore, et c'est ce que je rappelle souvent aux équipes. La permaculture, c'est un modèle qui sert à produire en premier. Il ne faut pas l'oublier, en fait. Voilà. Et donc, la perma-entreprise, c'est un modèle qui vise à produire,
mais de manière efficace et avec un usage sobre, voire régénératif des ressources. Et aujourd'hui, les ressources dans l'entreprise, en tout cas dans la nôtre, c'est les humains. Voilà. Et donc ces ressources au sens noble du terme, j'insiste, parce que je déteste le terme ressources au sens prestation, mais au sens ressources comme de l'or, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, l'or et le diamant. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et donc, tout ce qu'on vous a raconté, et je sais pas pour faire de la pub, puisqu'on ne gagne pas d'argent sur ce livre, je le dis, c'est expliquer le pourquoi, la genèse, le comment et la méthode pour dérouler dans le bouquin La perma-entreprise, dont, spoiler alert, une deuxième édition va paraître au mois de mai. Il y aura un peu plus important sur justement le dialogue social. Voilà. D'accord, génial, super. Merci beaucoup déjà pour ces premiers ces éléments. On ouvre la période de questions, donc pendant une vingtaine de minutes. Ce que je propose, c'est que celles qui ont des questions, vous levez la main. Il y a un petit bouton qui permet effectivement, alors ou physiquement ou via l'application. Donc c'est dans réaction, je crois. Donc vous allez sur les trois petits points, il y a réaction et puis vous pouvez lever la main. Voilà. Et moi je le vois sur le panneau. Donc je vous propose de faire ça comme ça. Eh ben super, Anne-Sophie. Ben voilà, je vois que tu as une question. Vas-y. Alors, je vais me permettre de mettre ma caméra. Merci beaucoup pour ce témoignage et c'est toujours agréable de voir des entreprises qui bougent et qui changent et qui essayent de se mettre au goût du jour, surtout quand c'est orienté vers les salariés. J'ai quand même une question un peu rentre dedans. Qu'est-ce que ça change pour les salariés justement par rapport à une entreprise qui prendrait soin de ses salariés mais qui n'a pas qui change pas tellement son organisation mais qui quand même voilà fait attention à ses ressources nobles. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vraiment bon, on voit qu'il y a des points positifs mais j'allais dire c'est du point de vue des employeurs et des RH donc voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des différences et comment on peut montrer que c'est différent? Tu réponds, Oui, je peux prendre mes idées. Alors, financièrement, déjà, l'argent, c'est quand même un gros morceau. Et de savoir que les bénéfices de l'entreprise sont correctement réfléchis, ça change beaucoup de choses. Que ce soit pour financer de la participation bénéfice. Là, on a mis en place une participation égalitaire. Donc, tous les collaborateurs touchent la même participation, peu importe le niveau de salaire, ou de savoir qu'on a une partie qui repart dans la formation, dans la Fondation Nord6, ou qui va financer l'Institut du Perma numérique. En fait, les collabs, ça change aussi de se dire qu'on ne va pas financer des actionnaires. Et après, ce que ça change, je pense que l'exemple que je donnais, il y a pas beaucoup quand je discute avec nos partenaires slash concurrents et que je leur dis qu'on s'est refusé un plateau de 10 personnes, enfin, ils comprennent pas. Pour eux, c'est hors sol de faire ça. Et sauf que, voilà, pareil. Ça, pour les salariés, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un turn plus bas que le reste du marché. On n'est pas ceux qui payent le mieux, hein, on est dans la moyenne. On n'a pas des salaires mirobolants, on paye juste, je pense. Mais en tout cas, c'est une évidence, et aujourd'hui, dans un secteur en tension comme le nôtre, nos collaborateurs, ils sont sursollicités. Ils reçoivent des dizaines de sollicitations par jour sur LinkedIn pour leur proposer des jobs en full remote, avec des salaires avec des plus 30-40%. Si nombre d'entre eux restent, je pense que c'est parce que ça donne du sens en fait. Voilà. Je pense qu'on a affaire là à des générations qui sont en quête de sens. Et la diff, elle se fait aussi là. Alors, ça ne veut pas dire que 100% de nos clients et de tout ce qu'on fait pour avoir travaillé pour Orange et pour d'autres, tout ce qu'on fait n'a pas un sens. Enfin, je veux dire, quand on développe l'espace client entreprise d'Orange,
dans l'absolu, ça n'a pas une quête de sens fondamentale. N'empêche que, à défaut, en tout cas, on n'aggrave pas une situation, on ne détériore rien, on fait vivre un système, un fonctionnement, voilà. Donc, je pense que ces choix-là, ils sont importants. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans notre secteur d'activité, on en fait le choix aussi d'orienter notre prospection et nos projets vers davantage de projets qui touchent à santé sociale, ça c'est historique à Narcisse depuis longtemps, et vers tout ce qui est transition énergétique écologique. Donc aujourd'hui, on fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires dans la transition énergétique écologique. On travaille énormément avec l'ADEME, avec l'Office national de la biodiversité, avec enfin voilà, pas mal de structures. Voilà, Voie navigable de France et j'en passe. Et je poursuis sur la question d'Anne-Sophie. Dans le quotidien de tous les jours, le salarié, il voit comment les différences en fait? Est-ce que ça se voit? Par exemple, sur le mode de management, on est très à plat. Finalement, on n'a pas de manager, si ce n'est une directrice ou un directeur d'agence. Et puis après, il y a plus des fonctions support, donc RH, commerce, etc. On est plus là en support, mais pas en management hiérarchique. Et à côté de ça, on a mis en place des nouveaux rôles comme des copilotes, donc qui sont des personnes qui sont identifiées pour accompagner le collaborateur avec des échanges plusieurs fois dans l'année. Et donc, ça permet d'avoir un meilleur dialogue parce qu'il y a plus de transparence. On sait que la personne en face, elle n'est pas là pour nous donner des ordres. Il peut y avoir une certaine confidentialité aussi. J'ai plus de liberté pour lui parler de mes problèmes. Et du coup, ça me fait avancer plus vite dans ma carrière, dans la résolution de mes problèmes. Si je me sens plus libre de m'exprimer sur ce qui va pas. Voilà. Donc, je pense une liberté de parole. Et concrètement, un autre truc très concret, là c'est très propre à notre métier aussi, mais dans les métiers du service, les entreprises de service, quand elles ont une mission pour un collaborateur, il a plus ou moins son mot à dire sur la mission. Aujourd'hui, à Narcisse, on a l'engagement, c'est dans notre feuille de route PERMA, on a pris l'engagement auprès des salariés de dire on vous propose à minima une ou deux missions. Et quand il n'y en a qu'une, on vous demande votre avis. Vous avez le droit de dire non, cette mission, je ne veux pas y aller. Et donc aujourd'hui, on assume parfois des périodes d'intercontrat où du coup, on ne gagne pas d'argent, voire on en perd, parce que le collaborateur, on préfère ne pas l'envoyer sur une mission plutôt que le perdre 3 mois plus tard parce que finalement, il ne se plaît pas et qu'on l'a forcé à y aller, quoi. Donc, on assume ce truc-là, et ça, c'est du concret. Ils discutent avec leurs copains dans d'autres boîtes et ils voient bien que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Sûr, oui. Et en tant que manager, alors, Bénédicte, tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc il n'y en a plus beaucoup. Il y a plus que toi, c'est Paris sur la région Rhône-Alpes, si j'ai bien compris. Mais bon, en tant que manager, le changement, est-ce qu'il y a eu changement qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait dans ce changement que vous avez opéré en tant que manager? Ce que je viens de dire là, expliquer à un commercial qu'il a la mission, il a le collaborateur qui peut du coup se rajouter du chiffre d'affaires et donc atteindre ses objectifs, et que le collaborateur dit non mais moi ça m'intéresse pas parce que c'est pas la technologie que je maîtrise le mieux, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et d'accepter de renoncer en fait, choisir c'est renoncer, hein, donc ça c'est difficile au départ, avoir une équipe créer un esprit collectif dans des équipes commerciales, ça se travaille. Donc, je transpire chaque jour depuis 2 ans. Depuis 2 ans que j'ai pris la direction de la région. Alors heureusement, je pars avec un joli terreau fertile, hein, mais à continuer à inculquer cet esprit collectif, parce que oui, quand on est, je vais dire, préformaté par des écoles de commerce, les objectifs, etc. Oui, jouer le jeu du collectif, dire attends, ce collaborateur-là, il faudrait qu'il travaille plutôt sur le centre de service parce que c'est plus intéressant pour lui et puis c'est plus pérenne pour nous. Et même si moi, je gagne rien, c'est mieux comme ça. Ça se travaille. Donc, et sur le management, pareil, on est
il y a notre modèle, il y a notre vision, et puis il y a la réalité de chaque personne qui incarne tout ça. Et on n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous la même ouverture d'esprit. On a donc, voilà, il y en a qui sont plus, je vais dire, à l'ancienne. Il y en a qui sont plus dans le modèle libérateur. Et du coup, bah voilà, faut composer avec ça. Et c'est vrai que pour certains chefs de projet, pilotes, et bah, c'est pas tous les jours évident parce que bah, ils ont un naturel directif, voilà. Et donc, ça se travaille. Donc, ça se travaille au travers de formations, ça se travaille au travers de l'accompagnement que moi je peux faire sur le terrain. Enfin voilà, ça se travaille au quotidien. Donc, c'est pas simple, mais ça le fait. D'accord. Autre changement pour un manager, outre ce que le point que tu as souligné? Bon, en tout cas, c'est cette notion d'expliquer, en fait, c'est de sortir un peu des schémas et d'expliquer pourquoi chez Nancy, ça fonctionne différemment. C'est ça. Ouais. Mm. Bah, de toute façon, globalement, c'est ça, c'est le pourquoi prend Mm. beaucoup de place en fait. Mm. C'est Ouais. le pourquoi. Mm. Ok. Je vois qu'Anne-Sophie a levé la main. Vas-y, Oui, Anne-Sophie. alors je reviens sur, par exemple, vous avez parlé de l'ingérence, notamment pour les femmes qui attendaient un enfant, etc. Voilà. Je trouve ce sujet très compliqué parce qu'à la fois, on a envie de faire plein de choses privées dans la vie professionnelle et à la fois, on n'a pas envie qu'on nous donne des ordres ou qu'on nous dise quoi faire. Et du coup, bon, je pense que ça vient du fait, j'ai l'impression que ça change du fait des nouvelles générations qui de plus en plus mélangent un peu tous les sujets et qu'on travaille à la maison et on fait du privé au bureau. Mais comment vous vous en sortez, quoi? Parce qu'il faut à la fois, bon, quand j'étais chez Orange, je me dis j'aimerais avoir plus de temps cool ou etc. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'ai envie que ça vienne de moi. Donc, enfin, des salariés quoi. Parce que quand on donne trop, quand la sphère support, RH, etc. donne des directions, les salariés se l'approprient pas et voilà. Mais en même temps, quand on n'en donne pas, les salariés Mm. ils osent peut-être pas eux-mêmes. Voilà. Donc, comment vous en D'accord. sortez? Bah, en fait, il y a un truc qui est ressorti des enquêtes salariées là qu'on vous a partagé, parce qu'il y avait aussi à la fin de l'enquête, il y avait un champ libre où les gens pouvaient. Donc l'enquête était anonyme, hein, on l'a pas précisé, mais c'était une évidence pour nous. Mais voilà. Mm. Il y a plusieurs collaborateurs qui ont souligné euh, c'était quoi le terme exact? Le côté, euh, on a l'espace de pouvoir proposer des On nous choses. donne les Et clés. on nous donne les clés, voilà. Mm. Les clés, ça m'est resté. Donc, on leur donne la possibilité de, aujourd'hui par exemple, dans l'agence de Lyon et de Grenoble, dans les agences, il y a un groupe de salariés qui sont rôlistes, qui font du jeu de rôle régulièrement. Et, et ben en fait, on leur donne la possibilité de venir ici le soir parce que bah il y a de la place, parce qu'il y a un écran pour faire leur jeu, parce que voilà, c'est plus adapté que et c'est un terrain neutre par rapport à si chacun à chaque fois devait inviter ses collègues chez lui au milieu de sa femme et de ses enfants. Et en fait, en leur donnant cet espace de liberté, nous finalement, ça ne nous coûte pas grand-chose. Je veux dire, c'est rien dans l'absolu en tant qu'entreprise de laisser ses locaux le soir à des salariés qui ont envie de passer un moment. Mais n'empêche que bah, pour eux, c'est un vrai espace de liberté et quelque part, ça, nous, notre souhait, c'est pas d'effacer la frontière vie pro, vie perso, pas du tout. Bien au contraire, on est en permanence à la recherche de cet équilibre et que la frontière soit là où chacun veut qu'elle soit. Mais en tout cas, la possibilité est là. Et là, je prends un exemple, c'est sur du loisir, mais de la même manière, il y a des initiatives dans nos métiers qui ont émergé, c'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui sont venus en disant, tiens, mais moi, j'aimerais bien animer un dojo technique, est-ce que ce serait possible? Bah, bien sûr. Nous, on met les moyens à ta disposition et feu, vas-y, lance-toi. Donc, on essaie de réunir les conditions favorables en fait, mettre les collaborateurs en situation de réussite, mettre les collaborateurs dans des contextes favorables à proposer des choses. Donc,
ça vient des fois dans la feuille de route, nous, de choses qu'on pousse et de dispositifs qu'on met en place, mais qui sont toujours volontaires. Les miroirs dont j'étais venue parler à Réveille ta boîte il y a maintenant plusieurs années, c'était un dispositif qui venait effacer les managers, qui enlevait la hiérarchie. C'est ce qui s'est transformé aujourd'hui en copilote. Oui, c'est ça. Je faisais le lien entre les miroirs et les copilotes, c'est ça. La différence, c'est qu'on est revenu, tu vois, donc le dispositif miroir, c'était un dispositif où chaque collaborateur choisissait qui il voulait en Oui, miroir et ça, je vois. avait la liberté de faire ou de ne pas faire les points dans l'année et de faire ou ne pas faire de compte rendu. C'était totalement libre. Et en fait, après quelques années, le retour des collaborateurs, c'était mais nous, quand même, on aimerait bien que ça soit un peu obligé, en fait, sinon on les fait pas. Et donc, on est un peu revenu en arrière en disant, bon, ok, du coup, on va refaire une cartographie, on va retravailler, voilà. Donc, on est revenu à un entre-deux. Mais par contre, ce qu'on a retenu, c'est pas de lien hiérarchique. Voilà. Cette culture d'égal à égal, elle est toujours là. Et Voilà. c'est toujours la personne qui choisit le copilote ou c'est Alors, les miroirs existent toujours, on les a pas Ah, supprimés. d'accord. Mais les copilotes, on a essayé de les imaginer par relation métier, pour avoir un Ah, pair d'accord. voilà, qui tienne la route, mais il n'y a pas de relation hiérarchique. D'accord. Ok. Et Super. après, sur la vie de l'entreprise, c'est sûr que nous, on propose beaucoup d'activités, Mm. beaucoup de soirées, beaucoup d'événements, parce qu'on a besoin de créer du lien avec nos collaborateurs. Pour autant, ça n'a aucun impact sur mon évolution professionnelle. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de venir parce que ça empêche son temps, parce que en fait, sa priorité, c'est son sport ou ses enfants ou que sais-je. On est hyper clair sur le fait que ça va pas toucher à mon évolution de salaire en fin d'année. On est vraiment sur mon acquisition de compétences, des rôles que j'ai pris, et pas en fait, on m'a beaucoup vu à l'agence et je me suis investie pour la convivialité dans l'agence. On distingue vraiment ces deux choses. Moi, j'ai fait une question sur la limite en termes de gouvernance entre ce qui est porté par la direction, par Sylvain? Sylvain, j'allais dire Stéphane, non, c'était pas ça, par Sylvain, et ce qui effectivement est amené par le collectif. Qu'est-ce qui, Est-ce qu'il reste encore un domaine privilégié de la direction en disant, bah, ça c'est nous, c'est nos décisions, c'est comme ça, c'est pas autrement, entre guillemets, puis après on explique. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une frontière et comment elle est posée et comment enfin, où est-ce qu'elle est mise? Et pourquoi elle est mise à cet endroit-là? Je vais répondre. Ouais, vas-y. Je dirais que ce qui globalement touche aux engagements financiers, tout ce qui a trait à la santé économique et à des décisions qui ont des impacts économiques sur l'entreprise, ça va plus émaner de la direction en sachant que dans notre organisation, on a quand même une gouvernance partagée. Donc, c'est jamais Sylvain qui se réveille un matin en nous disant j'ai décidé que, c'est plutôt tiens, je voudrais discuter avec le codir stratégique d'un sujet. Tiens, le codir RH dont fait partie Bénédicte va discuter de ce même sujet, va donner son avis. Tiens, le CSE, qu'en pense-t-il? Et au regard de tout ça, on va amender, on va abonder ou pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que, sur le principe, Sylvain, Mathilde et Thomas, qui dirigent du coup tous les trois aujourd'hui, peuvent finalement, s'ils voulaient, ils pourraient bien pousser ce qu'ils veulent, hein, c'est eux qui ont les pleins pouvoirs dans les faits. Mais dans la réalité du terrain, c'est plutôt ça. Et après, chaque agence, moi, le seul engagement que j'ai vis-à-vis du groupe par rapport à ma région, c'est un engagement sur un engagement de résultat pour assurer la pérennité et l'évolution qu'on s'est indiquée. Et à partir de là, je fais ce que je veux dans ma région, sous couvert de respecter notre feuille de route, etc. Mais voilà, mais on a une liberté monstrueuse. D'accord. Ok, Voilà. super. Anaïs? Je vois qu'on arrive à la fin. Anaïs. Alors moi, j'ai deux questions. Je sais pas si vous l'avez bien expliqué, c'est moi qui l'ai pas compris. La première question, c'est pourquoi vous avez choisi d'être une perma-entreprise? Enfin, pour quelle raison? Eh ben, en fait,
À Norcis, on a toujours eu l'habitude de remettre en question quand ça allait bien. On n'attend jamais d'être en situation de crise pour se dire oula, ça va pas, faut changer. Et donc, en fait, le constat, c'était que on était une entreprise qui, depuis toujours, prenait en compte l'équilibre économique, humain et sociétal, environnemental. On était à 5 sur 5 ou 4 sur 4, je ne sais plus, au niveau exemplarité de l'ISO 26000 qui mesure la RSE des entreprises. Finalement, on pouvait s'en contenter. Mais on trouvait que ça n'allait pas assez loin, que ça ne suffisait plus et qu'en fait, si les entreprises ne faisaient rien, on allait dans le mur. Et donc, la genèse de la perma-entreprise, c'était pas tellement pour dire nous, Norcis, on est les meilleurs, on est une perma-entreprise, c'est super. C'était plutôt de dire les entreprises, en fait, on a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un pays, les entreprises, ça représente quand même un certain nombre de personnes. Et donc, on a le pouvoir de faire bouger les choses et les décisions des actionnaires, les décisions des chefs d'entreprise, elles peuvent aller beaucoup plus vite que celles des gouvernements, etc. Et donc, c'est de se dire, si nous, on fait des choses, peut-être qu'on pourra faire bouger un peu les lignes et comment et braquer un petit peu la trajectoire qu'on est en train qu'est en train de prendre le monde aujourd'hui. Et, et donc, c'est dans cette idée que. Alors, il se trouve que c'est la permaculture qui a inspiré Sylvain pour faire ce modèle. Peut-être ça aurait peut-être été un autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on a voulu essayer de faire autre chose pour enfin, aller dans le sens de notre raison d'être, contribuer à une évolution positive du monde. Et à notre échelle, ça se matérialise par les secteurs d'activité et le métier qu'on fait et la manière dont on le fait. Ça se matérialise par baisser notre impact carbone, financer des puits des puits de carbone. Enfin voilà, c'est tout ça. Et donc, pourquoi on l'a fait? Parce que c'est dans la continuité de la trajectoire qu'on veut se donner pour espérer faire tourner le monde un peu plus positivement. Oui, en fait, on est aussi parti du constat, pour finir, que la RSE, c'est un habillage et c'est des actions en plus de. Alors que la perma-entreprise, ça touche le cœur de notre activité et on engage notre activité, notre chiffre d'affaires, c'est vraiment, on s'engage avec notre métier et ça change tout. Super. Je vois que Alice, on avait une deuxième question, donc si tu peux poser ta Oui, deuxième et dernière question c'était rapidement et avoir une réponse rapide. Voilà, du coup, quelle est la suite pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire pour continuer dans le chemin? Quelles actions vous voulez faire? Voilà. quels sont les projets qui sont sur Oui. la table aujourd'hui? Alors, on voit que la perma-entreprise, c'est un système vivant. Il y a tout le temps de la nouveauté, donc on ne va pas réinventer un nouveau système dans 2 ans. En fait, il y a beaucoup de créativité avec les feuilles de route locales, notre label tous les 2 ans qui nous permet de nous réinventer. Donc, on est sur cette culture-là de dynamisme au quotidien. Après, s'il y a un projet, aujourd'hui, dans notre métier, c'est comment l'intelligence artificielle, par exemple, peut s'intégrer dans nos métiers en respectant l'éthique. Voilà, ça va être un sujet important, je pense, là, des prochaines années. Oui. Et pour finir, c'est s'aimer ce modèle, au-delà de l'avoir chez nous, c'est que d'autres entreprises, d'autres associations s'en emparent, et c'est déjà le cas. Et c'est notre petite fierté, on n'est plus la seule perma-entreprise, et heureusement, c'est chouette. Super. Merci. Je suis sûre que je frustre tout le monde. Enfin, qu'on est en train de frustrer tout le monde. Mais bon, voilà, j'ai encore plein de questions, mais bon, c'est le jeu. Et c'est bien de continuer les échanges si on a envie, hein. C'était le principe. On arrive à la dernière partie. Ce qui serait sympa, c'est que chacune d'entre nous puisse faire un retour en disant, voilà, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de ce que vous nous avez partagé? Les 2, 3 points. Est-ce que quelqu'un se sent de démarrer?
Anaïs, Anne-Sophie, Cindy. Bah, moi, je veux bien commencer. Honnêtement, je connaissais Ouais. pas du tout la perma-entreprise, mais maintenant, en la connaissant plus et en tant que futur RH, ça me donne vraiment envie de travailler dans une entreprise comme ça, avec beaucoup de valeurs positives, où le salarié, il est quand même au cœur de ça. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais qui prend en compte l'humain, l'environnement. Moi, c'est des valeurs aussi qui sont importantes pour moi. Donc, ça me donne vraiment envie de travailler dans une entreprise qui soit une perma-entreprise. Donc, honnêtement, découvrir ça, c'est très positif, que je connaissais pas du tout, mais Merci. Mais Bénédicte, accroche-toi à ton siège parce que là, il y en a ouais, quelques-unes. Fais gaffe. Merci Anaïs. Tu vas donner la parole à qui? Tiens, on va. Ah, il y a euh, Anne-Sophie qui a allumé. Je vois qu'elle est. Ça veut dire eh un signe. ouais, Un voilà, signe. à Anne-Sophie, je donne la parole. Oui, merci. Effectivement, ça donne envie et bravo. Et puis, je pense que c'est à se réinventer tous les jours. Et on voit que vous avez déjà une longue démarche qui date de plusieurs années. Donc vous vous réinventez continuellement. Donc, voilà, faut pas s'arrêter et c'est très bien. Pourvu qu'il y en ait d'autres qui se mettent là-dedans. Je dirais quand même, j'aurais bien voulu, mais je le dis à tout le monde, que les salariés eux-mêmes témoignent parce que ouais. ça donne plus de crédibilité parce qu'un RH qui dit que tout va bien dans son entreprise, ben oui, heureusement pour lui, quoi, mais voilà. Tu as Moi, je raison. reste un peu sur ma faim de me dire, mais comment vont les salariés, quoi, même si vous le dites, parce que mais c'est votre rôle de le dire que tout va bien, donc voilà. Oui, puis On d'avoir leur a donné un peu la voix à travers le questionnaire qu'on vous a partagé, mais Mais oui, oui, je sais. Mais du coup, j'avais des questions, donc on va pas ouvrir ce sujet, sinon je vais être frustrée encore plus. Donc non, merci, merci pour tout ça. Et voilà, ça donne vraiment une direction qu'il faut prendre. Et j'espère que vos salariés vont bien, comme vous le dites. Voilà. Alors, merci Anne-Sophie. Cindy, tu prends la suite? Qu'est-ce Oui, que tu as bien envie sûr. de. Qu'est-ce que tu retiens, toi, à ton niveau? Euh, alors, je retiens que, en effet, je connaissais absolument pas rien sur la permaculture et que, du coup, bah, vous avez dégrossi l'idée que je pouvais m'en faire, donc je trouve ça super chouette. Vous avez donné énormément d'informations, mais celle qui m'a interpellée, qui m'a marquée, si je puis dire, c'est à un moment donné, il me semble que c'est vous, c'est Taré qui l'avait dit, que vous attendez pas justement que ça se passe mal dans l'entreprise pour impulser des innovations et des changements. Et ben, je trouve ça chouette en fait. Enfin, vous avez donné beaucoup d'infos, mais je reste vraiment fixée là-dessus. Parce qu'en général, c'est humain, mais on attend en général que ça coince quelque part pour pouvoir impulser des choses. Vous vous attendez pas justement que ça arrive. Et je trouve ça super chouette parce que du coup, les conflits n'ont pas le temps de naître ou ce genre de choses. Donc, je pense que ça apporte une certaine sérénité au sein de vos employés. Enfin, du moins, je l'espère fortement. Et du coup, je trouve ça super cool. Donc, voilà. Ah, merci Cindy. Moi, je vais continuer. Moi, il y a vraiment un truc qui me reste en fait à travers le témoignage, c'est la notion d'ouverture en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que, bon, déjà, vous avez des attitudes toutes les deux de toute façon d'ouverture. Bon, je connais bien cette, je sais que je ne sais pas, mais pareil. on t'entend plus là, Odile. Ouais. Ouais. Regarde, C'est peut-être ah, ton vous micro. Si m'entendez tu plus enlèves bien. peut-être juste ton micro. Ouais. Ah, mon niveau de batterie est faible. Ça a Ça l'air aussi, de super. repartir, c'est bon. Non, non, je m'en vais pas, je m'en vais pas. Alors. On t'entend On bien t'entend, là. tu peux Tu y peux y Ah, aller. là, aller. vous m'entendez. Bon. Donc, c'est la notion d'ouverture au sens c'est un peu ce que dit Cindy, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes hyper ouvert, qu'il y a vraiment de l'écoute et que, Suspense. il y a des choses, en fait, qui sont rattrapées au vol et qui sont intégrées, voilà, cette notion de, voilà, beaucoup d'écoute, des choses qui sont attrapées, cette notion de petits pas. Et puis, il y a cette notion vraiment de démarche évolutive. Vous l'avez bien précisé au début, en fait, vous n'avez pas commencé avec la perma-entreprise, vous avez commencé depuis longtemps avec la RSE, etc., etc. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de cette notion de chemin, d'ouverture, et je trouve ça super intéressant. Donc, à la fois, je pense que ça donne de la confiance à d'autres en disant, bah voilà, c'est des choses qui vont se construire au fur et à mesure. Puis, ça peut aussi
rafraîchir certaines entreprises qui n'ont pas démarré grand-chose et qui doivent se dire, oh là là, avant d'arriver, ça va être un long chemin. Mais je trouve ça super intéressant. Et puis, très concrètement, moi, j'avais adoré la présentation de la fonction du rôle de miroir en 2019, quand tu l'avais présenté cet arrêt, et de voir que, voilà, comment ça a évolué. Enfin, le miroir continue, mais il y a cette notion de copilote. Moi, j'adore enfin, je trouve ça super chouette de d'éclater en fait les fonctions classiques de management, on les éclate et on les repositionne différemment avec d'autres acteurs dans l'entreprise et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc voilà, un grand merci de tout ça. Euh, Vous avez envie de dire un petit mot toutes les deux? Ah bah, la prochaine fois, on amène un collaborateur avec nous. Un ou une. Voilà, une. Ça marche. Non, mais très bien. C'est chouette de rendre les choses accessibles aussi, quoi, Voilà. de rentrer dans le concret, de donner des exemples, etc. Et c'est ça l'idée, de pas rester dans une nébuleuse avec des jolis mots sur un site internet. Donc, il y a la prochaine édition là, de Énergie ta boîte qu'on prépare. J'ai bien noté, Anne-Sophie, on pourra mettre de l'emphase là-dessus, insister là-dessus. Mais en tout cas, un grand merci à toutes, et vraiment, donc, particulièrement à Bénédicte et cet arrêt. Donc, c'était vraiment sympa de nous partager en petit comité et puis d'être aussi accessible et disponible. Et je sais que c'est compliqué, je le connais bien. Donc, un grand merci et puis au plaisir.